Ce podcast vous est proposé par votre restaurant-bar Le 5 en face La Meilleraie à Cholet. Ouvert les soirs de match, les midis en semaine et le soir à partir du jeudi. Venez également profiter de la diffusion des matchs à l'extérieur sur nos écrans. À très vite au 5. La Meilleraie fait du bruit! Cholet Basket, le podcast. Une émission proposée par Ouest France en partenariat avec Colline la radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cholet Basket, le podcast, émission proposée par Ouest France en partenariat avec Colline la radio. Et nous sommes au bar-restaurant Le 5, l'ancien Smash situé juste en face de la Meilleraie. Le 5, partenaire du podcast. Je rappelle que vous êtes tous les bienvenus, les supporters. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement du podcast, il y a d'ailleurs des fidèles de la Meilleraie qui sont nombreux ce soir autour de nous. Merci d'être là. Merci à vous d'être là. Des applaudissements chaleureux qu'on a entendus quand notre invité est entré. Ouais, ils sont pas pour nous, les applaudissements. Non, c'est pas pour nous les applaudissements. C'est dire s'il est apprécié, notre invité du jour. Merci également à vous de nous écouter. Vous avez été très très nombreux à nous suivre lors des 2 premiers épisodes de la saison avec le coach Fabrice Lefrançois et le chouchou de la Meilleraie, Nathan de Souza. Mais il y en a plusieurs des chouchous parce qu'aujourd'hui on ne baisse pas de niveau et il fait partie aussi des joueurs particulièrement appréciés du public choletais. C'est sans doute même le joueur le plus important de Cholet Basket. J'oublie pas TJ Campbell, l'un des 2 joueurs les plus importants de Cholet Basket. C'est sa 3e saison sous les couleurs choletaises. Il est tout auréolé d'un nouveau statut puisqu'il va bientôt honorer sa première sélection en équipe de France. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est Gérald Ayayi qui est notre invité. Salut Gérald. Bonsoir à tous, merci. Et merci à toi surtout d'avoir accepté notre invitation. On avait passé un super moment il y a un peu moins d'1 an. Tu avais été l'un des premiers à être invité dans ce podcast. C'était au début du mois de décembre 2024. On garde tous un super souvenir. On a vraiment apprécié découvrir au-delà du basketteur l'homme que tu étais. J'insiste d'ailleurs tous les auditeurs qui auraient raté ce podcast d'il y a 1 an d'aller réécouter cet entretien avec Gérald. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui avec toi. Mais tout d'abord, j'ai envie de te demander à quoi tu t'attends avec cette première sélection. Tu vas porter le maillot bleu pour la toute première fois dans 1 mois pour 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Est-ce que ça va être le plus grand moment de ton début de carrière ? Tout d'abord, je veux dire vraiment que je suis reconnaissant pour cette première sélection. Je pense que c'est la récompense de beaucoup de travail fait par moi-même, mais aussi toutes les personnes qui m'ont épaulé depuis le début. Le début, que ce soit quand j'étais à Bordeaux, puis à Pau, et encore plus à Cholet, où j'ai vraiment passé un cap, où mon nom est vraiment commencé à monter jusqu'à avoir justement cette première sélection. Je pense que voilà, le moment de porter cette première sélection, ça va être beaucoup d'excitation, bien sûr. Je pense que ça va être beaucoup de temps au téléphone, voilà, avec le grand frère, la grande sœur, voilà, pour prendre leur expérience un peu, comment ils se sont sentis. Parce que voilà, je pense que c'est plus une affaire de famille, vraiment la satisfaction. Que voilà, c'est plus tout le temps Valériane, c'est plus tout le temps Joël, mais voilà, il y a aussi Gérald qui commence à faire son petit trou. Et voilà, c'est une vraie satisfaction pour moi, pour ma famille, pour mes parents. Une belle récompense à tous les sacrifices qu'on a pu tous faire. Quelle famille. On va prendre le temps de parler de tout ça. Vous avez entendu Julien Hippocrate qui m'a devancé, je ne l'ai pas encore présenté, mais on va évidemment revenir également sur le début de saison de Cholet Basket et puis le match qui est dans toutes les têtes, qui arrive très vite, c'est dans 2 jours à la Meilleraie, le derby face au Mans, autour de moi. On l'a entendu, Julien Hippocrate, le chef des sports de Ouest France dans le Maine-et-Loire. Il est impatient de parler déjà. Salut tout le monde, bah ouais, Salut, je suis lancé moi, ça y est parti, je suis dans mon derby déjà. Et évidemment, Vincent Nory de Colline la radio, le président, commentateur, l'homme un peu à tout faire de Colline. Salut Vincent. Le passionné surtout. Bonsoir à vous. On sera samedi sur les ondes avec François Larue et Sylvain Schwartz. On a une autre unit, nous aussi. Et quant à moi, je serai dans Sport Matin Dimanche à 10h pour revenir notamment sur cette rencontre et sur ce derby
qu'on espère victorieux, mais on va en reparler. Exactement. Gérald, comme il y a un an, Cholet Basket est leader du championnat après 5 journées, 4 victoires, 1 défaite. Est-ce que ça donne de l'ambition pour la suite de la saison? Ça donne de l'espoir pour rééditer l'incroyable parcours de l'an dernier? On rappelle que vous aviez terminé 4e. Il y a ça dans un coin de la tête déjà? Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que l'ambition, elle a toujours été là. Elle a toujours été dite à voix haute. Maintenant, je pense que voilà, beaucoup pensaient que l'an dernier, c'était juste de la chance. Du coup, personne ne nous attend à jouer à nouveau les outsiders, le haut classement. Je pense que voilà, pour remettre les choses en ordre, la victoire à Bourg-en-Bresse a été une première pierre qui a été posée pour montrer qu'on était capable de rivaliser avec les tops équipes, en tout cas les équipes prédestinées au haut classement. Et je pense que la deuxième pierre, elle doit être posée ce week-end contre Le Mans pour vraiment voilà, prendre nos rivaux, nos adversaires directs et les mettre derrière nous. C'est une vraie bascule, là. Il y a un moment charnière de ce début de saison quand même, parce que Bourg-en-Bresse, c'est du top niveau, c'est une des grosses cylindrées et une des grosses masses salariales avec des vraies prétentions. Ça va être grosso modo la même chose contre le MSB. Ce match que vous êtes allé gagner à l'extérieur, il doit vous gonfler à bloc quand même. Ça dit quelque chose. Là, vous envoyez un message un peu à la concurrence quand même. Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est un match qui a vraiment été construit du début à la fin. Comme le coach disait, c'est vraiment le process. On a respecté notre identité. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment dire que voilà, c'est un match référence, parce qu'on a respecté nos valeurs, on a respecté nos principes, nos règles. Et au final, on voit le résultat. Ça a été une grosse victoire à Bourg-en-Bresse, qui n'a pas été facile, parce qu'ils nous ont mis un peu la pression sur la fin. Mais c'est aussi ce qui rend la victoire encore plus belle, parce qu'on a réussi à tenir, on a réussi à se souder. Et ça montre voilà, la force mentale aussi de ce groupe. C'est d'autant plus marquant que 3 jours plus tôt, vous aviez subi un revers à domicile en encaissant 100 points contre Holon en Coupe d'Europe. Ça a été une piqûre de rappel justement sur les principes défensifs que certains nouveaux ont peut-être encore un peu de mal à intégrer. Oui, bien sûr, je pense que nouveaux, mais même nous les anciens, parce que je pense que les anciens, on est les premiers à devoir montrer l'exemple. Mais voilà, on a un groupe qui est jeune, du coup qui apprend beaucoup d'un match à l'autre. On a un staff qui travaille beaucoup aussi pour trouver des réponses. Et je pense que justement cet assemblage, ça permet de trouver des réponses, des solutions très vite et de se rectifier très vite comme on a pu le faire à domicile où voilà, on a pris 100 points et qui nous a permis d'aller à Bourg-en-Bresse et mettre le ton défensivement et nous permettre de jouer librement en attaque. Mais comment est-ce qu'on travaille entre le mercredi d'Olonne et puis le samedi de Bourg-en-Bresse? Qu'est-ce qu'on ajuste en fait? C'est beaucoup de vidéos. Le travail va vraiment être sur la vidéo parce qu'on sait qu'on ne peut pas trop mettre les corps à rude épreuve parce que voilà, il y a une autre bataille qui nous attend 48 heures, 72 heures après. Du coup, ça va être beaucoup de vidéos, beaucoup de focus. Encore une fois, c'est beaucoup de responsabilités individuelles. C'est voilà, chaque joueur doit mettre la concentration nécessaire pour faire les corrections sur soi-même et pour l'équipe. Et je pense que c'est le sérieux de l'équipe justement qui a primé à Bourg-en-Bresse, qui nous a permis justement de rebondir. Parce que chaque joueur a pris la responsabilité de ce qui s'était passé 48 heures, 112 heures avant pour le rectifier. Et ce qui permet de faire une performance collective de ce niveau. Ouais, puis la vidéo, elle triche pas, elle. Ce qui m'a marqué moi sur ce match à Bourg-en-Bresse, c'est votre attaque de match où on retrouve le Cholet Basket. Et je pense que c'est vraiment le match depuis ce début de saison où on a plus retrouvé cette équipe qui était sur les fondamentaux de l'année dernière. C'est-à-dire vraiment une agressivité énorme, un impact physique. Vous les avez vraiment joués dur. Avec du coup du rythme derrière, donc de la création, des paniers sur jeu rapide, de l'ouverture à chercher l'extra-passe pour trouver le joueur ouvert à 3 points. C'était un peu la version la plus aboutie de ce que vous nous avez montré depuis le début de saison. Tu es d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Je pense que les équipes elles sont habituées à l'an dernier. L'an dernier, on tapait très fort dès le début du match, ce qui nous permettait de prendre des écarts dès le début du match. Cette année, les équipes elles nous attendent un peu plus au début du match. Du coup, on a eu beaucoup de premiers cartons plutôt serrés, plutôt tendus justement. Et là, contre Bourg-en-Bresse, on a vraiment réussi à imposer notre physicalité, notre rythme, notre vitesse, notre jeu, notre rapidité d'exécution. Et c'est ce qui a fait la différence parce que derrière, le banc vient et ça ramène du rythme. On a un système de rotation plutôt particulier où on change vite les 5 joueurs. Du coup, voilà, si nous, les 5 joueurs sur le terrain, on ne donne pas de la confiance sur les 5 joueurs qui sont sur le banc, les 5 joueurs sur le banc, ils peuvent venir un peu hésitants. D'où la responsabilité, le rôle important qu'on a de commencer le match vraiment intense en mettant voilà, l'adversaire sous l'eau afin que la seconde minute puisse venir et terminer le carton. Et quand l'adversaire parle de suragressivité de Cholet Basket, ça vous chiffonne pas? Ça vous assumez ça? Non, pas du tout, parce que je pense que même c'est une bonne chose, hein, si les gens ne se plaignent pas, c'est que justement ils s'en foutent et qu'on ne les embête pas.
Je pense qu'il y a 3 ans, il y a 3 ans, quand Paris Basket est arrivé, tout le monde se plaignait de leur hyper-agressivité, tout le monde se plaignait que les arbitres les protégeaient. Moi, l'an dernier, j'étais bien heureux que maintenant on commence à dire que ça soit Cholet, parce que ça voulait dire qu'on commence à nous compter aussi comme une grosse cylindrée et qu'on commence à faire peur. Donc moi, ça me fait juste un peu doucement rire, parce que je pense que ça fait partie du basket, ça fait partie de notre identité. Et voilà, c'est un jeu qu'on veut imposer, c'est un jeu qui a fait ses preuves, et c'est un jeu dans lequel on croit tous dans l'équipe et aussi dans le staff. Et je pense que même dans Cholet, même les fans. Et du coup, c'est quelque chose, on s'accroche et on rigole doucement, voilà, quand les gens ils se plaignent. Et ça fait toujours plaisir. Oh, puis tu dis être protégé, il n'y a pas trop de protection. Vous avez pris 8 fautes. Ça démarre sur un 8-0 en termes de fautes sifflées le deuxième quart, je crois. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites oula, attention, parce que d'une part, vous êtes beaucoup sifflé. Il y a les passages en faute qui rappellent les passages en force, qui rappellent un petit peu le passage à Dijon qui avait été difficile. Là, vous réagissez beaucoup mieux, mais vous êtes mouillé par les fautes très vite. On se dit que le match il peut tourner à ce moment-là, et vous avez su gérer ça. Comment tu as vécu ce passage quand même bizarre à 8-0 sur les coups de sifflet, c'est rare. Je pense que le moment où on a dû se préparer le plus, c'était à la fin du troisième quart-temps. À la fin du troisième quart-temps, quand je pense qu'on a une dizaine de points. Il reste un quart-temps, mais il y a déjà eu quelques coups de sifflet discutables. Et voilà, c'est là où TJ et moi, on prend la parole pour dire que bon, voilà, on sait qu'ils vont revenir, on sait qu'ils vont faire un run, on sait que les arbitres, il peut se passer des trucs. Voilà, on est à Bourg-en-Bresse, on sait que ça va taper. Mais voilà, c'est dès maintenant qu'on se dit que voilà, on reste ensemble, on continue à parler, on continue à faire les efforts, quoi qu'il arrive. On garde la tête hors de l'eau. Si on prend un run, c'est pas grave, on continue d'avancer. Et je pense que c'est ce qui nous permet justement de prendre un peu ce run, de prendre un peu la tempête, mais de résister, de rester ensemble et même très vite réagir, mettre des gros tirs qui nous permet de prendre la victoire à la fin. C'est intéressant quand tu dis TJ et moi, on a pris la parole. Est-ce que ça veut dire que toi, tu as pris plus d'importance dans le leadership dans cette équipe ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est au-delà de, comme on a pu parler au début, des nouvelles casquettes que je vais pouvoir porter. Je pense que c'est vraiment dans cette équipe que j'ai vraiment une nouvelle casquette à porter. C'est vraiment dans ce leadership. Je pense que c'était très clair, même dès le début, comme j'ai pu le dire ouvertement ou avec le coach, que ma volonté de rester à Cholet, c'était vraiment de grandir dans ce leadership. Et le coach me permet de prendre justement ce leadership, me donne toute la légitimité nécessaire. Et il me l'a encore répété quelques jours avant le match. Donc c'est important pour moi d'apporter cette expérience aussi à cette équipe qui est mine de rien plutôt jeune en Europe, plutôt jeune dans ce genre de match. Et voilà, je me retrouve dans un rôle où j'ai un peu le plus d'expérience. Du coup, à moi de partager, à moi de montrer cette vue d'ensemble que je peux avoir par rapport à d'autres. Tu as un rôle de grand frère que tu n'as pas dans ta famille, finalement. Exactement. Et ce qui, moi, m'a frappé également sur l'action à 50 secondes de la fin, quand vous êtes à +3, que la pression monte quand même, parce que Bourg vient de marquer 3 lancers. En plus, il y a eu une longue interruption, parce que le troisième aurait pu faire 2 points et non pas 1 point. Et là, il y a une gestion du ballon et au bout de la possession, c'est clair, j'ai l'impression que c'est toi qui es désigné pour prendre la responsabilité. Et effectivement, tu vas en percussion et tu donnes le ballon à Modiara qui marque avec la faute en plus et ça scelle quasiment la victoire. Là, c'est clair que c'est toi qui es responsabilisé pour faire basculer le match à ce moment-là. Exactement, c'était le play que le coach avait appelé, où voilà, on voulait que je me retrouve à 10 secondes de la fin de la possession avec la balle, avec le retard défensif de Mokoka. Et puis c'était à moi de faire la bonne décision. Et je pense que voilà, même toute la joie que j'exprime après le panier de Mo, c'est aussi le fait qu'on gère bien cette possession, mais qu'en plus j'arrive à faire une bonne passe, parce que voilà, ça implique l'équipe. C'est pas le rôle du sauveur, c'est pas moi-même qui ai pris la balle, qui soit allé marquer un panier on ne sait où. Mais c'est vraiment une possession qui a été construite collectivement, finie par un panier collectif, par Mo, qui a été un peu plus discret pendant le match. Donc voilà, c'est tout plein d'émotions comme ça, beaucoup de joie de justement que lui aussi puisse se sentir utile, sentir qu'il a impacté le match, alors que voilà, il a encore été un peu gêné par les fautes. Donc c'est plein d'émotions comme ça encore qui font que c'est encore mieux si je peux avoir les ballons en fin de match, faire les bonnes décisions et en plus inclure mes coéquipiers et leur partager cette joie. C'est ta 4e passe D, celle-là, la 4e du match pour toi à Bourg. Tu en avais fait 8 contre l'Hapoel Holon, 5 contre Chalon. C'est une panoplie, tu étoffes ta panoplie, on te voit encore plus passeur, ce qui n'impacte pas forcément ton scoring, parce que tu scores encore beaucoup. Mais c'est un truc qui se fait naturellement ou c'est un truc que tu veux bosser ? Bien sûr, c'est quelque chose que je voulais travailler, mais ça se fait, je pense, un peu naturellement par rapport à mon jeu.
Voilà, je voulais être meilleur dans la création du jeu en poste 2, que ça soit pas juste aller marquer, mais que je puisse aussi faire jouer mes coéquipiers. Après, voilà, comme on disait, la vidéo, ça ment pas. Et j'avais vu que voilà, j'avais beaucoup de pertes de balles et que quand j'arrive à réduire ce nombre de pertes de balles, bah, ça me donne beaucoup plus de munitions, soit pour marquer, soit pour faire jouer l'équipe. Et quand on regarde bah, toutes les balles perdues que je ne perds plus maintenant, bah, c'est soit je peux aller au cercle et être efficace, soit je peux donner la balle à un coéquipier. Et je pense que c'est ça qui me permet d'être plus efficace, soit selon les soirs dans le scoring, soit dans la passe. Là, tu mets le doigt sur un vrai sujet. Je pense que c'est ce sur quoi tu allais rebondir, Philippe. Ouais, bah, vas-y, je t'en prie sur les pertes de balles. Ouais. La vidéo ne manque pas, les chiffres ne manquent pas non plus. Pour illustrer ce que tu viens de dire, lors de sa première saison à Cholet, c'était 1,8 passes décisives de moyenne par match en championnat. L'année dernière, en championnat, 2,6 passes décisives par match. Et là, depuis le début de la saison, on est à 4 passes de moyenne par match. J'ai pris uniquement les chiffres en championnat, avec un record de passes décisives en championnat contre Strasbourg lors de la première journée, avec 7 passes décisives. Alors évidemment, il y a plus de balles perdues, parce que quand on crée du jeu, évidemment, il y a aussi une prise de risque. Bon, dans les 3 premiers matchs, on t'a pas reconnu sur les pertes de balles. 5, 4 et 5. À ce moment-là, j'ai rarement vu d'ailleurs Fabrice François te rappeler sur le banc, mécontent de te voir perdre des ballons. Tu te souviens de ces 3 premiers matchs où tu perds beaucoup de ballons, quand même 14 c'est 6 ballons même, je ne veux pas être désagréable, mais c'est 6 même en Turquie, je crois. Exactement. Non, bah, c'est beaucoup trop. Et je pense que la prise de conscience, elle a été que la plupart des ballons perdus, elles ne sont pas dans le jeu direct. C'est sur des relations de passe, ce sont sur un dribble, sur des pieds en touche, sur des marchés. En fait, des erreurs d'inattention. Et je pense que c'est ça qui était le plus frustrant, que ce soit pour moi, mais aussi pour Fabrice, que ce n'était pas une question de capacité, de technicité, mais plus de concentration. C'est pour ça que voilà, il avait tendance à me rappeler rapidement sur le banc, parce que voilà, c'était un signe de baisse de concentration, peut-être de fatigue. C'est pour ça que j'ai vu que voilà, il avait pris l'habitude que dès qu'il y en a une qui arrive ou qui est presque arrivée, il a l'habitude de me sortir justement pour que je puisse souffler et reprendre et refaire monter ce niveau de concentration. Mais voilà, c'est un travail que du coup moi aussi j'ai beaucoup. Par rapport à ça, c'est un focus que j'ai beaucoup par rapport à ça pour donner des missions en plus pour moi-même, pour créer pour mes coéquipiers, mais aussi pour l'équipe. Surtout que, encore une fois, je pense que cette année, avec une équipe plutôt jeune, j'ai un rôle d'exemple. Et tout, je ne peux plus me permettre de perdre autant de ballons. Et tu as corrigé, je te donne la parole juste après, Vincent. Tu as corrigé parce que sur les 2 derniers matchs de championnat, il n'y a plus que 2 pertes de balles. En 3 matchs, 0, 0 et 2 contre Bourg. Et il faut quand même rendre à Gérald, parce que effectivement, il perd des ballons, mais il a ce rôle. C'est un des energizers, un des mecs qui a le rôle de relancer le jeu. Quand il y a un rebond, c'est lui qui court, c'est lui qui amène du jeu de transition aussi et tout ça. Et donc c'est un jeu dangereux, c'est un jeu à risque, c'est un jeu qui amène des pertes de balles, c'est induit. Alors après, effectivement, il faut essayer de les contrôler au maximum, mais forcément, on peut pas faire 2 matchs de suite à 0 perte de balles. Pour le coup, c'est une sacrée performance avec son style de jeu. Et tu ne t'es jamais défaussé. J'ai relu tes déclarations d'après-match sur les matchs de début de saison où tu disais bah ouais, j'ai pas été bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est un regard, c'est une sacrée autocritique que tu fais là aussi. Ouais, bien sûr. Je pense que j'ai toujours été dur envers moi-même, mais j'ai toujours été aussi bon envers la critique. Je reçois plutôt facilement la critique parce que voilà, l'objectif c'est que je sois meilleur pour l'équipe également. Donc voilà, quand je savais que j'avais pas eu le bon comportement, voilà, j'avais vite cette remise en question, cette prise de conscience. Parce que je pense que le première étape justement pour changer, s'améliorer, c'est prendre conscience justement de nos difficultés, de là où on n'est pas bon. Et du coup, voilà, dès les fins de match, c'est les premières réactions que j'ai pu avoir envers moi-même. C'est que bah, voilà, peut-être qu'il y a eu ça, peut-être qu'il y a eu des tirs loupés, peut-être qu'il y a eu ci, ça. Mais le plus important, c'est dans le comportement, c'est dans l'image qu'on montre aux autres, aux coéquipiers. Parce que ça commence par là, ça commence par l'intensité, l'énergie. Comme vous avez pu le dire, j'ai aussi ce rôle justement d'énergizer, d'apporter de l'énergie. Donc voilà, c'est toujours la tête haute, c'est important. Parce que voilà, j'ai des coéquipiers qui sont un peu plus jeunes et un peu moins expérimentés. Et que du coup, qui me regardent beaucoup. Du coup, j'ai ce rôle de montrer l'exemple, quoi qu'il arrive. Quelle est la statistique la plus importante pour toi, personnellement, à l'issue d'un match? Quel est le premier chiffre que tu regardes sur la feuille de stats en ce qui te concerne, toi? On va avoir les balles perdues. On va avoir les balles perdues, mais je pense que c'est les passes décisives. Parce que voilà, je sais que dans la vie de tous les jours, j'aime la générosité, j'aime beaucoup donner, j'aime beaucoup partager. Voilà, je me considère vraiment comme quelqu'un vraiment de béni par la vie que je peux mener, pour gagner ma vie par ma passion. Du coup, voilà, je pense que c'est vraiment, j'ai été mis dans cette position aussi pour pouvoir redonner aux uns et aux autres.
Du coup, de pouvoir justement partager avec les autres, je pense qu'il y a pas plus gros plaisir. Je pense que voilà, j'aime beaucoup justement partager la balle et c'est pour ça que voilà, je suis content que cette année, je suis amené dans des situations vraiment à partager un peu plus le ballon, et moins dans un rôle juste d'aller juste au cercle et juste de finisseur, mais aussi de créateur. Parce que voilà, tu apportes du plaisir autour de toi, tu impliques tes coéquipiers. Et je pense qu'il y a rien de mieux parce que voilà, à la fin du match, voilà, c'est un sport d'équipe. On voyage ensemble. Et j'ai pas envie d'être juste le joueur dans son coin qui met ses paniers et qui repart, mais qui peut inclure ses coéquipiers. Le joueur est le reflet de l'homme, parce que quand tu parles de toi, dans ce que tu aimes sur le terrain en tant que joueur, ça me rappelle ce que tu nous disais la saison dernière dans le podcast, et qu'on avait très bien perçu dans ta personnalité, ce côté très humain, très généreux, qu'on avait beaucoup apprécié en t'interrogeant il y a un an. C'est la marque de fabrique de la famille quand même, hein, parce qu'on peut le dire, pour ceux qui ont eu la chance de côtoyer un peu le frère et la sœur. Moi j'ai interviewé plusieurs fois Valériane, c'est une crème absolue, hein. C'est des gens avec qui on a plaisir à échanger, on sent l'éducation aussi derrière. Toutes les familles de basketteurs ne sont pas comme ça. Celle-là, on est au top du top. Et nous, sur Colline, on a interrogé la maman, Sylvie, sur un match Cholet Basket Bourg-en-Bresse. Elle était là pour le duel fratricide, bien évidemment, et elle est venue sur les ondes et elle nous connaissait. On était ravis et d'une simplicité. Enfin voilà, quoi. Les chats ne font pas des chiens, ça c'était clair. C'était vraiment un très très bon moment de radio. Et si elle va écouter le podcast, évidemment, on lui fait un petit clin d'œil à la maman Sylvie là-bas à Bordeaux. Et oui, puisqu'elle écoute les matchs. Ouais, elle écoutait, oui, c'est ça. On n'était pas peu fiers, vous imaginez. Bah oui, évidemment. Ta moyenne de points est stable finalement par rapport aux 2 dernières saisons. Tu étais à 8,4 il y a 2 ans, en augmentation l'année dernière 11,6, un peu moins cette année par rapport à l'an dernier, 8,6. C'est ton adresse à 3 points qu'il faut soigner, 2 sur 10 en championnat depuis le début de saison. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai eu un petit trou en début de saison sur l'adresse 3 points, mais même offensivement, dans l'efficacité, beaucoup de finitions proches du cercle. Je pense que justement, encore une fois, c'est juste la finition qui manquait, qui a fait que dans le scoring, j'étais un peu moins là. Mais bon, ce qui a été bien, c'est que j'ai quand même pu gardé cette présence offensive auprès de l'équipe parce que voilà, j'étais plus dans la création. Ouais, c'est ça, parce que faut quand même. C'est un domaine où je ne suis pas forcément inquiet parce que voilà, je sais que c'est quelque chose que je travaille, c'est quelque chose qui va venir. Il faut être patient. À partir du moment donné où voilà, je peux défendre dur et faire jouer les coéquipiers, après moi, j'aurai des opportunités. Après, voilà, je travaille, du coup, il n'y a pas de raison qu'à terme, ça remonte. Et donc, il faut relativiser un tout petit peu, parce que le temps de jeu, lui, à Cholet, il reste toujours plus ou moins le même. Donc, quand on fait des matchs à 8 passes D, comme il fait contre l'Apoel Holon, ou 7 passes D contre Strasbourg, c'est difficile en un temps de jeu qui reste sensiblement le même, aux alentours de 22, 23, 24 minutes. C'est vachement difficile d'aller compiler 12 points et 8 passes D sur 20 minutes. Tu vois. Donc ça aussi, quand les passes D augmentent, ça veut dire qu'à un moment, tu joues un peu moins pour toi aussi. Oui. Donc forcément, c'est pas illogique que la moyenne au scoring, elle descende un petit peu. En fin de saison dernière, je crois que c'était en répondant à Ouest France à une interview dans Ouest France en fin de saison dernière que tu avais exprimé ça. Tu avais eu différents contacts pour faire une sorte de bilan de sa saison. Il y a des clubs qui te surveillent de près et ça, on va y revenir, mais c'est évident que tu vas sans doute franchir une marche la saison prochaine. Dans les débriefs de la saison, qu'est-ce qui t'était le plus rapporté sur tes axes de progression? Je dirais que ça a été dans la régularité. La régularité parce que j'ai eu une saison avec beaucoup de hauts et de bas. Bien sûr, je termine fort la saison, mais j'ai aussi eu quelques trous pendant la saison. Que ce soit du coup offensivement, dans mon adresse, dans mon efficacité proche du cercle, où j'avais encore pas mal de déchets. Du coup, voilà, c'était avec ce jeu justement d'Energizer, dans le scoring, dans l'agressivité. Voilà, je m'inscrivais un peu dans un rôle un peu... presque un peu d'américain, où justement où ça apporte de l'énergie, ça apporte du scoring, c'est agressif au cercle. Et du coup, pour ça, il y a du monde et il fallait être parmi les meilleurs. Et voilà, la discussion, ça a été, bon voilà, maintenant, c'est soit j'y vais, mais j'y vais avec un rôle fébrile, soit bah, voilà, je prends le temps de perfectionner encore tout ça, afin une fois que je puisse y arriver, j'y arrive avec des bases solides, des fondations solides pour vraiment faire quelque chose. Et ça a vraiment été le débrief cet été, voilà, gagner en efficacité dans tout ce que je fais. Comme on a dit, ce qui est bien, c'est qu'à Cholet, on a toujours le même temps de jeu. Du coup, voilà, on ne peut pas se dire que oui, bah, cette rencontre-là, c'est parce que j'ai pu jouer ou non.
Mais là, c'est toujours sur le même temps de jeu, à peu près le même nombre de possessions en main. Maintenant, c'est gagner le plus en efficacité possible dans chacune des prises de balles, chaque tir, chaque relation de passe, justement. Et ça a vraiment été le mot d'ordre. Ça coulait de source pour toi, finalement, de rester à Cholet pour justement renforcer cette confiance avec un niveau de responsabilité encore un peu plus important avant de sans doute voler de tes propres ailes? Exactement, je pense que j'ai été fait d'une manière où j'ai pas forcément brûlé d'étapes, ça a vraiment été petit à petit. Du coup, je voulais pas être dans cette mentalité de maintenant que tout va bien, j'oublie un peu qui je suis, j'oublie ce qui fait ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui et que je souhaite sauter des étapes trop vite. Je préférais justement rester propre à moi-même, étape par étape, domaine de jeu par domaine de jeu, les valider, les confirmer avant de passer au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est l'Euroleague. Tu y penses pour la saison prochaine? Oui, bien sûr, j'y pose. C'est un objectif. C'est un objectif. C'est comme l'équipe de France était un objectif. Petit à petit, bien sûr, les objectifs ils sont de plus en plus hauts, loin de ce que j'aurais pu espérer il y a quelques années. Donc voilà, on continue à essayer d'être la meilleure version de soi-même. Je continue à vouloir être le meilleur Gérald possible. Et si je peux accomplir l'Euroleague, ça sera une grande satisfaction. L'Euroleague avec un club français ou à l'étranger? Honnêtement, peu importe. Je pense que c'est plus l'opportunité. L'opportunité et un lieu où je pourrais être moi-même et que je pourrais montrer plus que juste que le joueur, mais aussi les valeurs, l'homme et apporter et inspirer le plus possible autour de moi. Nathan nous disait qu'il rêvait du Real Madrid. Dans son rêve ultime de carrière, ce serait de porter ce maillot-là un jour. Toi, il y a un club qui te fait rêver comme ça? C'est le Real Madrid aussi. Parce que on va faire un package, on envoie les deux. je regardais beaucoup de vidéos à l'époque, en plus avec Luka Doncic, etc. Je regardais beaucoup de vidéos et du coup, le Real Madrid, ça a toujours été une structure, c'est plus qu'une structure à l'heure d'aujourd'hui, mais qui m'a toujours beaucoup inspiré. Il y avait des clubs étrangers qui étaient sur toi en fin de saison dernière? Qui étaient sur moi, oui, mais dur de se projeter, C'était dur pour eux justement de vraiment mettre un contrat, des chiffres sur la table parce que ça commençait plus tard de l'autre côté. On rappelle que tu avais une clause, tu n'étais pas libre de t'engager à n'importe quelle date, un peu comme Nathan pour le coup, ça peut-être joué aussi, peut-être que s'il n'y avait pas de clause, il y avait plus de temps ou différemment, peut-être que tu serais plus à Cholet, on ne saura jamais, mais en tout cas c'est difficile quand on a une clause, il faut les clubs, notamment les clubs d'Euroleague font parfois leur roster un peu plus tard et se donnent plus de temps, donc ça leur met une forme de pression pour recruter, qui dessert parfois certains joueurs. Bien sûr, et je pense que j'étais vraiment dans la situation de, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Et j'avais déjà beaucoup en fait. J'avais déjà beaucoup et je voulais surtout pas faire l'erreur de cracher sur ce que j'avais ici à Cholet parce que c'était déjà beaucoup et il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup à confirmer par rapport à l'an dernier. Du coup, c'est pour ça que j'ai jamais été dans une mentalité de il faut à tout prix partir. Et moi-même, j'ai même dit à mon agent s'ils appellent, ils appellent, mais je veux que tu places mon nom nulle part parce que s'ils veulent pas, ils veulent pas parce que moi j'ai quelque part où on me veut. Donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment été dans une mentalité de faut absolument que je parte, faut mettre mon nom là. Pas du tout. Ça venait pas. Et parce que je savais que j'avais une place déjà où j'étais à la maison. Ça c'est hyper rare, il faut quand même le souligner. Les agents l'été bossent, proposent des joueurs, même parfois des joueurs sous contrat, clause ou pas clause, des fois pour essayer de voir s'il y a une ouverture quelque part et pour après travailler, négocier avec le club dans lequel est le joueur. Mais c'est hyper rare qu'un joueur dise à son agence tu ne me proposes nulle part et il faut que ça vienne. Faut mesurer, c'est vraiment quelque chose qui dit aussi qui est Gérald, parce que quand on a sa valeur entre guillemets sur le marché comme il l'avait cet été. Alors je dis pas que c'était tous les clubs d'Euroleague qui lui faisaient un pont d'or, il est encore jeune en phase d'apprentissage, il le sait, mais ça restait un profil qui plaisait et d'aller dire ça, franchement chapeau parce que c'est vraiment pas fréquent. Les touches étrangères, c'était en Espagne? Il y avait en Espagne, oui. Il y avait en Espagne, il y avait en Lituanie, il y avait aussi en Grèce parce que j'avais fait un gros match contre PAOK, voilà, c'est ça. C'était quel club en Grèce? En Grèce, je ne savais même pas. Tu savais pas? C'est juste parce que je sais que j'avais aussi dit à mon agent, tant qu'on ne sait pas, tu ne me dis pas. Parce que je ne veux pas qu'il y ait justement cette déception ou qu'on se projette. Je lui ai vraiment dit que s'il y a quelque chose sur la table, tu me le dis, mais autrement, moi je reste dans ce que je suis. Et indépendamment du Real, le pays qui t'attirerait le plus, c'est l'Espagne forcément? Oui, ce serait l'Espagne. Je pense que ce serait l'Espagne. Et quelques fois, on a joué là-bas. C'était vraiment sympa. Des villes vraiment sympas, vraiment agréables.
Et voilà, ça reste aussi l'ACB, la première ligue d'Europe. Du coup, c'est toujours challengeant. Et j'ai encore une très bonne relation avec Nils Sako. Du coup, on échange beaucoup. Il me parle beaucoup. Là, par exemple, ils ont joué contre Badalone. Du coup, je lui ai parlé un peu de notre scouting report. Il m'a parlé un peu du leur. Donc, on échange beaucoup sur comment lui se sent, comment il vit cette aventure à l'étranger. Et du coup, voilà, c'est sûr que l'Espagne, en tout cas, est peut-être le championnat que je connais le mieux aussi en Europe, ce qui fait que je me sens le plus à l'aise à aller. C'est Valence pour Nils Sako. Vous vous rappelez comment Nils Sako est à Valence. La Balancière, ouais. Vous vous souvenez comment Antoine Rigaudot adore cette ville aussi, de Valence. Il y vit régulièrement quand il n'est pas dans les Mauges. Moi, je suis impressionné. Je suis un peu candide dans le basket, mais je suis impressionné parce que le garçon, il est né en 2001, Gérald. Il nous parle comme un vieux briscard, comme quelqu'un qui a beaucoup de maturité, et il n'a que 24 ans. Je trouve qu'il faut le relever. Quand on regarde 2001, il n'a pas envie de brûler les étapes, il a envie de se construire posément. Bravo, Gérald. C'est une chance, et je pense que les supporters le mesurent aussi de cet effectif, parce qu'il y a 15 jours avec Nathan de Souza, on était bluffé aussi justement par ce recul. C'est un 2003, Nathan, qui est donc encore plus jeune que Gérald, et qui disait pareil, moi je veux pas brûler les étapes, mes parents m'ont éduqué en me disant on part pas pour de l'argent, ça viendra quand ça devra venir. Je pense que les supporters, on peut leur demander un peu. Tiens, je vais aller voir Bruno qui est juste à côté de moi. Le plus célèbre des Indiens. Le plus célèbre Indien des Mauges. Il faut que j'enlève mon casque. Ouais, sinon il va éviter de chuter. Mais ouais, vous mesurez, j'imagine, vous aussi, la chance que vous avez dans cet effectif d'avoir des joueurs qui sont attachés à leur club, qui brûlent pas les étapes et qui mesurent l'importance de rendre à Cholet ce que Cholet leur a donné en allant les chercher aussi. Bien sûr, c'est vrai que Gérald, Nathan et bien d'autres, on voit qu'ils sont vraiment imprégnés de la culture choletaise et qu'ils ont envie de rendre à Cholet ce que Cholet va peut-être leur apporter pour la suite de leur carrière. Et c'est vrai que, en plus, Gérald, c'est un mec qui est super sympa comme Nathan. C'est des gens avec qui on a envie de discuter. Et tout à l'heure, vous parliez de leurs parents. Mais moi, je suis estomaqué quand je vois une même famille qui a 3 enfants qui sont au haut niveau, et ils sont d'une gentillesse. En plus, ses parents, c'est top. On comprend pourquoi il est aussi gentil et que son frère et sa sœur sont pareils. Et est-ce qu'il a un bon de sortie à la fin de la saison, ou est-ce que les supporters verrouillent? Par contre, on met un veto ou on met pas un veto? Moi, si j'étais mécène, inquiète-toi pas que je mettrais l'argent sur la table pour qu'il reste. Ça, c'est sûr. Faut jouer le loto, ouais, on va tout miser sur Bruno pour garder Gérald la saison prochaine. Alors, j'ai un autre Bruno à côté, j'en profite, je passe d'un Bruno à un autre, mais juste une petite question quand même. C'est à l'applaudimètre, ça marche pas mal. Bruno Baudin, le speaker de la Meilleray, quand on lance Gérald Ayayi, c'est plutôt un bon retour, non? C'est un autre chouchou de la Meilleray. Tout à l'heure, tu parlais de Nathan. Alors, c'est un autre chouchou dans un autre style. Parce que ça m'étonnerait qu'on voit Gérald un jour monter sur les panneaux LED, regarder le public. Et puis, donc, c'est un chouchou de par sa personnalité, je dirais. Mais ouais, dans un autre style que Nathan. Puis, il respire la gentillesse. J'ai une question pour Gérald. Est-ce que ça t'arrive de te mettre de mauvaise humeur? Parce que Gérald, j'ai l'impression qu'il se met jamais en colère. Est-ce que ça t'arrive de jurer, par exemple? Ça me fait rire parce que c'est une question que Enzo Gudusina me posait beaucoup. Il me demandait beaucoup si ça m'arrivait d'être méchant, de m'énerver. Mais oui, ça m'arrive, comme tout le monde. Mais juste que je pense que j'ai très vite le recul de me dire que c'est pas forcément le bon comportement, qu'il y a tous les problèmes, il y a des solutions. Et je pense que je suis plutôt un optimiste en général. Du coup, voilà, quand il y a un souci, je vois toujours le bon côté, je ne soupçonne pas le mal. Et je pense que c'est ce qui me permet d'éviter la colère, de m'énerver contre l'un ou contre l'autre. Parce que voilà, j'essaie de me mettre dans la place de l'autre, dans la situation de l'autre. Que moi, peut-être que j'ai eu la chance d'avoir des choses que lui n'a pas eues, qui font que lui réagit comme ça. Enfin, voilà, c'est tout un raisonnement sur lequel je travaille depuis longtemps, aussi en partie grâce à ma foi, et qui me permet en fait de ne pas soupçonner le mal, de voir le bien un peu partout, et de me dire que à chaque problème, une solution, et que la colère, la haine ou la peur, ça ne fait pas avancer. Donc il vaut mieux mettre ça de côté et vite mettre la tête à trouver une solution que perdre son temps avec d'autres émotions. Quel beau message. Et je me souviens également que tu avais dit dans le podcast l'année dernière que tu jouais du piano et que ça te permettait de te calmer, justement. C'était
un bon moyen pour toi de remettre un petit peu le... Exactement. L'an dernier, j'ai commencé justement à apprendre le piano. Mais bon, malheureusement, cette année, j'ai dû arrêter parce que j'ai passé les heures que je faisais du piano. J'ai commencé aussi à prendre des cours un peu plus d'anglais parce que justement, je voulais améliorer de ce côté leadership. Et je savais que les Américains, c'est différent quand tu leur parles avec une voix un peu hésitante et un anglais plutôt fluide. Du coup, voilà, je me suis dit que pour la première partie de saison, j'ai mis un peu le piano de côté. Et je me suis dit, je vais travailler encore un peu plus sur mon anglais parce que ça me va permettre d'être un meilleur leader, de mieux m'exprimer plus facilement, plus aisément, faire passer des messages un peu mieux. Donc voilà, chaque chose en son temps, mais j'espère pouvoir retrouver le temps d'y retourner. Ça se perd pas le piano de toute façon. Tu as progressé, tu as bien vite progressé en anglais ? En anglais, oui. J'avais quand même déjà une base plutôt solide. Je pense que j'en parlais avec beaucoup par rapport à mes cours d'anglais. Et il me disait que j'en faisais un peu trop parce que j'ai un niveau plutôt correct déjà en anglais. Mais c'est encore ce souci des détails, de se faire encore mieux comprendre, de pouvoir mieux s'exprimer, pouvoir aussi mieux introduire des Américains, des Anglais, des étrangers, vraiment pouvoir mieux discuter avec eux, mieux leur expliquer les choses. Un peu par rapport à mon rôle de cette année. Je pense que il y a à apprendre dans chaque année et je pense que il y a une année où il fallait que je sois un peu plus calme, peut-être un peu plus centré sur moi. Cette année, c'est un peu plus tourné vers les autres. C'est pour ça que j'ai peut-être mis un peu plus le piano et cette paix que ça me donnait pour perfectionner encore mon anglais, pour justement, parce que c'est une année un peu plus où je vais tourner vers les autres. Je pense que j'ai un niveau quand même d'anglais et je pense pouvoir dire que je suis déjà bilingue. Mais c'est encore le souci des détails. Donc ça veut dire qu'on est quoi, A1 ou dans la hiérarchie, là, il y a des... je pense que c'est A2, un truc comme ça. C'est quoi, c'est l'accent que tu bosses? Parce que ils me font rire, ces basketteurs, à dire je veux bosser l'anglais. Ils sont tous quasiment bilingues déjà. Oui. Par contre, je vais balancer une petite pique, je prends le risque, mais j'entendais encore Fabrice tout à l'heure driver sa séance, Fabrice Lefrançois, parce qu'il y avait entraînement juste avant, et driver sa séance en anglais forcément avec tous les ricains. Et bon, l'accent, on va pas se mentir, je peux y aller tranquillement. Moi, ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà entendu parler savent que j'ai un accent horrible. Donc c'est ça que tu bosses ou ton accent est meilleur que celui de Fabrice Lefrançois? Allez, vas-y. Mon accent, je pense qu'il est quand même meilleur que lui. mais oui, je pense que c'est l'accent, c'est aussi un peu la grammaire. Parce que mon anglais, je l'ai beaucoup appris au contact des Américains, au contact de mon grand frère, même de ma grande sœur, avec qui il y a des périodes où on parlait régulièrement en anglais justement pour m'aider à m'améliorer. Et entre vous, avec ton frère et ta sœur? Oui, je parlais avec eux. Vous êtes des vrais bosseurs. Et du coup, l'objectif, c'était justement de parler un peu mieux, de revenir un peu au niveau scolaire pour reprendre faire quelques petites modifications sur les tonalités. Parce que je pense que ça compte beaucoup dans la transmission d'un message. Et encore une fois, je voulais que quand, par exemple, on arrive dans les vestiaires où il faut parler, que je ne me sente pas bloqué par la langue ou à bout de souffle parce que je cherche mes mots ou autre, et que je puisse m'exprimer comme je m'exprime avec vous, facilement, d'instinct, afin de donner des consignes dès que ça me passe par la tête. Et je pense que c'est le rôle d'un leader, c'est de pouvoir justement créer ce pont, surtout en tant que Français, entre tout le monde. Tu as parlé de ton grand frère et de ta grande sœur. On avait largement parlé de ça la saison dernière dans le podcast avec, on le rappelle, Joël qui évolue au Paris Basket. Il change de club tous les ans, ton grand frère. Toi, tu es stable, mais lui, il aime bien changer par contre. Il a la bougeotte. On rappelle également qu'il a un cursus de formation aux États-Unis. Il n'a pas du tout le même parcours que toi. Totalement différent. Bon, c'est ça qui fait la force. Et je pense que c'est ça qui fait en partie ma maturité. C'est que je peux me servir un peu des expériences de tout le monde dans ma famille. Et vous n'avez pas le même caractère? Pas du tout. Pas du tout. Et il y a donc Valériane, dont on a parlé tout à l'heure, capitaine de l'équipe de France. Je me souviens que Bruno Baudin avait posé une question à Gérald l'année dernière, et il m'avait dit après, mais en fait, il n'a toujours pas répondu. Tu te souviens de ta question, Bruno? C'était, on va la reposer, c'était, mais de quoi parle-t-on à Noël dans la famille Ayayi si on ne parle pas de basket? Ça parle de la sœur jumelle. Voilà. La sœur jumelle, c'est la seule qui n'est pas dans le basket. Du coup, lors des repas de Noël, c'est un peu son moment à elle, c'est un peu sa fête parce que c'est un peu l'inspection de toute sa vie. Parce que on essaie d'aller un peu, dès qu'on arrête de parler basket, on essaie d'aller sur d'autres sujets. Et du coup, ça retombe assez vite sur elle, de comment ça se passe. Et même quand on parle avec elle, malgré ses études, il y a toujours un peu de basket qui traîne. Donc
Voilà, Et elle a jamais titillé la balle orange? Si. Elle a titillé la balle orange, et même là, quand elle fait des grandes études d'architecture, elle fait quand même du basket en universitaire, même si bon, des fois je lui dis qu'il faut faire la part des choses, elle tient, elle s'accroche. Et je peux pas lui en vouloir parce que voilà, c'est toute la famille qui fait du basket et c'est la passion familiale, et du coup elle doit aussi pouvoir en profiter. Mais c'est sûr qu'à Noël, ça parle. Voilà, je pense que le sujet serait beaucoup sur la grande sœur, ou sinon voilà, sur l'extra basket, parce que je pense que voilà, on est des basketteurs, mais on est aussi des athlètes en général. Mon grand frère, par exemple, il est un peu dans la production. Ma grande sœur, elle a été aussi un peu dans l'événementiel, dans la mode. Donc voilà, on parle aussi un peu tout ce qui est extra basket. Et Valériane, l'année dernière, je l'avais interviewée avant les playoffs, avant ce duel face à Bourg, et je lui demandais ce qui vous différenciait. Et elle disait, Joël, c'est plus le gars qui a du talent et qui parfois la joue un peu facile, mais quand il décide, il peut être tueur. Gérald, lui, il est plus sur la discipline, l'abnégation. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que ça s'amenuise un peu? Est-ce que tu te rapproches petit à petit de la mentalité aussi de ton frère? Non, je suis totalement d'accord. Je pense que maintenant, on est un peu à un moment donné où mon frère et moi, on a justement eu ces deux parcours vraiment différents, mais que maintenant, par rapport aux obstacles que je rencontre, et lui, ces obstacles, c'est là où on commence un peu à partager. Où moi, justement, j'étais très très dur envers moi-même, très discipline, et lui, il m'apporte un peu plus ce recul, cette détente. Et lui, qui était justement très très talentueux, très à l'instinct, voilà, je lui partage aussi un peu cette discipline pour passer un cap, et que lui, ce qu'il m'apporte permet de passer un cap. Et je pense que c'est quelque chose justement qui m'a fait beaucoup de bien dans ma carrière. Où plus jeune, je me comparais beaucoup à lui, jusqu'au moment où j'ai appris que en fait, c'était la famille, il n'y avait pas de comparaison, il n'y avait pas de duel, mais que ses expériences étaient les miennes, mes expériences étaient les siennes. Et je pense que c'est et celles surtout de la grande sœur étaient aussi les nôtres. Et c'est ce qui nous permet justement de passer des caps, je dirais, plus vite que d'autres, parce que c'est comme si on avait déjà rencontré ces obstacles-là. Un peu plus chambreur peut-être, Joël. Ouais, je me souviens sur des rencontres l'an dernier à Bourg, là où il était passé près de toi et on sentait que c'était le grand frère qui voulait toiser un peu le petit. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est son expérience de 1 aux États-Unis. Mais aussi, voilà, depuis tout petit, on a toujours eu ce petit terrain, ce petit plaque de béton avec un panier de basket à la maison. Je compte plus les 1 contre 1 qu'on a pu faire. Et du coup, ça a toujours titillé. Voilà, j'avais tendance à pleurer quand je perdais. Lui, bon, c'était... Voilà, c'est tous ces souvenirs-là, je pense. Et et je pense que quand justement il parle comme ça, c'est qu'il est à l'aise, c'est qu'il est heureux. C'est pour ça que voilà, ça me fait plaisir de jouer contre lui et même de l'entendre, parce que voilà, ça veut dire qu'il prend du plaisir à jouer. Et moi, voilà, ça me fait plaisir de le voir heureux. Il a 2 ans de plus que toi? Il a 1 an de plus que moi. 1 an de plus que toi. Donc en 1 contre 1, quand vous étiez petit, c'est souvent lui qui gagnait, forcément. Oui, c'est ça. Surtout que il a grandi beaucoup plus vite que moi. Du coup, il me mettait peut-être 10 à 20 cm, quoi. Et lui t'a beaucoup inspiré, tu nous en avais parlé l'année dernière. Lui avait déjà été appelé en équipe de France. Là, c'est toi qui es sélectionné, pas lui. Est-ce qu'on peut dire que l'élève est en train de dépasser le maître? Non. Franchement, je ne dirais pas ça. Ça reste vraiment le grand frère. Ça a justement été le premier quand j'ai reçu l'appel que j'ai appelé. Parce que je voulais vraiment partager ça avec lui. Il était vraiment, vraiment heureux pour moi. Et et je sais que même en équipe de France, on m'a demandé si je voulais reprendre son numéro. Et je leur ai dit que l'objectif, c'est qu'on joue ensemble. Donc, je n'allais pas toucher à son numéro. Et c'est quelque chose que je lui ai dit pour qu'il soit prévenu que il n'y a pas l'un plus que l'autre, mais il y aura les deux. Quel numéro tu as choisi du coup? Donne-nous un petit scoop. J'ai choisi le 55, encore dans un peu la lignée des numéros comme le 11, 1-1. Voilà, j'ai pris 5-5. Je considère le numéro 5 comme le signe, le chiffre de la grâce. Et du coup, je me suis dit, vu que je prends vraiment ça comme une bénédiction vu de là où j'arrive, de pouvoir être en équipe de France. Et je voulais vraiment que ce numéro il ait une signification. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a une chance de rattraper le nombre de sélections de Valériane, ou là vous jouez pas dans la même cour et on laisse tomber tout de suite? Si on additionne peut-être, et encore. mais bon, je suis content parce que je pense que ça, des fois avec mon grand frère, vu qu'on est dans le basket masculin et qu'il y a toujours un peu plus de médiatisation, on a eu tendance d'oublier un peu qui notre grande sœur était. Et c'est des moments comme ça où on se souvient vraiment qui elle est, juste par exemple avec le trophée d'Alain Gilles qu'elle a remporté récemment, où on se dit que on a vraiment de la chance et qu'on côtoie, on est en contact tous les jours. Enfin, c'est notre grande sœur d'une joueuse formidable et qui a marqué le basket féminin et même français en général. Donc
Donc c'est plaisant. Comment on apprend sa sélection? C'est le coup de fil de Boris Dio, hein, c'est ça, Gérald? La sélection de ta sélection. Ma sélection, oui, c'est ça. C'est coup de fil de Boris Dio. Et je sais que l'an dernier, Mo Diawara avait déjà été appelé. Et du coup, quand j'ai reçu son coup de fil, j'ai compris que c'était lui. Sur le départ, au départ, quand il m'appelait, il était assez tard. Et moi, à partir d'une certaine heure, je réponds plus. C'est comme si je mettais mon téléphone de bureau un peu de côté. Je réponds qu'à la famille. Et il m'a envoyé un message. Et du coup, quand j'ai vu que c'était Boris, j'ai rappelé. Mais c'était un peu dans l'air du temps ou ça a vraiment été une grande surprise pour toi où tu commençais à en entendre un petit peu parler? Pas du tout, parce que je pense que c'était un objectif quand même au début de saison. Et plus un objectif parce que on me disait que je m'en rapprochais. Voilà, moi, l'équipe de France, même quand on parle de Euroleague, ça a toujours été quelque chose qui a été plutôt loin parce que même à mes débuts en pro, je n'étais pas vraiment celui qui était pronostiqué comme être arrivé en équipe de France ou autre. Ça s'est vraiment fait échelon après échelon. C'est vraiment petit à petit. Donc mine de rien, c'est quand même dans mes objectifs. J'ai jugé que j'avais eu un début de saison plutôt difficile. Du coup, je me suis dit, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, tant pis. Je jouerai avec peut-être cette pression en moi. Et ça va me permettre de petit à petit enchaîner les bonnes performances. Mais moi, je ne savais pas la sélection quand elle allait être faite, quand elle allait être dévoilée. C'est vraiment quelque chose où sur les réseaux, j'étais pas trop présent. Du coup, j'étais vraiment pas au courant. Et quand il m'appelait, c'était la surprise vraiment en général. C'est pour ça que quand au début, j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message, je pensais que c'était lui. J'ai dû prendre 10 minutes pour appeler mon grand frère, ma mère, mon père, ma grande sœur, ma sœur jumelle. Tiens donc. Et puis après, je l'ai rappelé l'air de rien. Et quand même, mine de rien, je reviens sur cette interview, mais ta grande sœur disait au printemps qu'elle vous verrait bien tous les deux un jour. Toi, tu l'as dit tout à l'heure que tu espères te retrouver en équipe de France un jour avec ton frère. Et elle me disait déjà, pour la logistique, ça m'arrangerait qu'ils jouent dans la même équipe un jour pour les déplacements. Ce serait quand même plus simple pour aller les voir jouer, de faire deux d'un coup. Mais en plus, elle dit que vous êtes complémentaires et que vous iriez bien. C'est parce qu'elle trouve que vous avez un jeu vraiment différent, que vous allez bien sous le même maillot. C'est toujours un truc que vous avez en vous. Tu rêves un jour de porter le même maillot que ton frère Joël? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose dont on parle souvent l'été, où je pense que beaucoup d'équipes nous trouvent un peu dans le même profil. Mais nous, on trouve qu'on a vraiment ce jeu complémentaire. Mais après, on n'en fait pas une fixette. Je pense que c'est quelque chose qu'on va prouver au fur et à mesure de notre carrière. Mais ça nous permet aussi d'avoir ce trajet, ce voyage un peu individuellement, tout en savant que, comme vous avez dit, on a en tête le fait de se réunir, pourquoi pas, sur les dernières années de notre carrière, justement, pour pouvoir jouer ensemble. Parce que je pense que ça serait vraiment la boucle bouclée. Parce que en jeune, ça a toujours été fait de cette manière-là. On a toujours été ensemble. J'ai toujours été surclassé ou vraiment toujours pas loin de lui. Et de pouvoir boucler la boucle de cette manière-là, je pense qu'il n'y aurait pas de meilleure manière. Et je pense que ça ferait encore plus plaisir aux parents, à la famille. Et je pense que c'est le plus important. Et encore plus, tous les deux sous le maillot bleu. Là, ça sera dans une dimension encore supplémentaire. Là, je pense qu'on peut être sûr qu'il y aurait la grande sœur au bord du terrain, debout à toutes les actions. Et on rappelle que les 2 matchs pour lesquels tu es sélectionné auront lieu à la fin du mois de novembre à Rouen, le 28 novembre face à la Belgique et le 1er décembre en Finlande. Match qualificatif pour la Coupe du Monde 2027. Nathan de Souza sera du groupe, non pas dans la sélection. D'ailleurs, quand tu as été appelé, tu ne pouvais pas savoir au départ si tu étais vraiment dans le groupe ou comme partenaire d'entraînement, puisque Nathan, lui, il est simplement dans le groupe élargi comme partenaire d'entraînement. Il ne sera pas intégré à la rotation pour les 2 rencontres. Toi, en revanche, tu as vraiment été sélectionné en bonne et due forme. Et là, au moment où tu le vois, il y a une petite émotion quand même. Oui, bien sûr. Au début, comme vous dites, je ne savais pas si j'étais pris dans le groupe élargi ou pas. Mais il y avait quand même cette satisfaction. Vraiment, j'étais quand même heureux quoi qu'il arrive parce que c'était touché à l'équipe de France. En tant que plus jeune, j'ai jamais fait d'équipe de France. Et quand on me disait que tu n'avais jamais fait... Et à un moment donné, en fait, en U20, j'avais refusé l'équipe de France. Et timidement, parce que j'étais blessé au genou et j'avais préféré les soigner pour faire le début de saison qui suivait, plutôt que faire l'équipe de France et être absent au début de saison. Et du coup, ça m'avait fait un peu mal, mais j'avais refusé. J'avais mis en priorité justement le début de saison. Et je disais timidement, que j'espère que je pourrais faire mes premiers pas avec les pros. Mais c'est toujours timidement, vu que on sait toutes les grosses têtes qu'il y avait. Donc aller en partenaire d'entraînement, je sais que ça aurait été une première étape. Comme je dis, je pense que j'ai pas peur d'y aller petit à petit. J'ai pas peur
du process. C'est justement quelque chose que j'aime bien. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aurais pris quoi qu'il arrive avec beaucoup d'excitation. Mais c'est sûr que d'être pris, il y a eu ce moment. C'est pour ça que j'ai pris une petite dizaine de minutes avant de rappeler Borisio. Je pense en plus Borisio, j'ai la chance de le connaître un peu parce qu'il est aussi bordelais. Bordelais, oui, et du coup, ça a facilité l'échange, ça a pesé un peu l'échange. Et moi-même, j'avais pu avoir mon père, ma mère, toute ma famille. Ça avait fait un peu baisser la tension parce que je pense que ça ne serait pas vous mentir que il y a une petite larme qui est quand même qui a coulé. Oui. Ah oui. Et on rappelle, il y a Nathan, mais il y a aussi Lucas Duféal, donc formé à Cholet, qui est aussi en partenaire d'entraînement. Il y a quand même une touche un peu Cholet Basket sur cette liste. Oui. Et Nathan, Lucas, eux ont participé à des sélections jeunes dans les catégories U18, U16, U20. Ils ont été champions d'Europe U20 ensemble. Exactement. Contrairement à toi, qui a un parcours un peu différent, puisqu'on en avait parlé l'an dernier. Tu sors des JSA Bordeaux, tu es arrivé un petit peu sur le tard, à Paula Cortez. Tu n'es pas passé par un centre de formation, d'où cette absence de sélection en équipe de France jeune. C'est un parcours un petit peu différent. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas à capé. C'est une sélection où il n'y a pas tant de joueurs expérimentés. Il y a Andrew Albici qui a plus de 100 sélections, mais Louis Laberry qui revient et qu'on a 34. Mais globalement, il y a plusieurs joueurs qui n'en ont pas ou qui en ont moins de 5. Beaucoup, plus de la moitié de l'effectif. Donc on peut imaginer aussi qu'il y a une carte à jouer, qu'il va y avoir peut-être du temps de jeu sur les deux, que ça va tourner sur les deux matchs. Enfin, en tout cas, il y a peut-être un petit coup à jouer là pour aller se montrer. Et justement, moi, c'est un petit peu la question que je voulais te poser. Tu vas arriver dans quel état d'esprit? Un petit peu dans tes petits souliers, en écarquillant tes grands yeux, ou zéro complexe, j'y vais pour prouver? Je pense qu'à l'heure actuelle, je vous dirais que qu'il y aura de la pression, mais je pense que moi, ma confiance, je la construis avec la préparation, avec le travail. Et j'ai la chance de me dire que j'ai un mois devant moi. Du coup, la première chose qui a été faite, c'est que le lendemain, je me suis dit, j'ai un mois justement pour me préparer. J'ai un mois pour être le mieux possible. Toujours avoir une petite pensée à cette équipe de France dans tout ce que je fais, pour me préparer le mieux possible afin que le jour où j'arrive, cette pression soit redescendue. Parce que je sais que ça fait un mois que je travaille pour me préparer à ce moment-là. Après, c'est un groupe, comme vous dites, avec beaucoup de... il y a beaucoup de nouveaux, pas beaucoup de gros capés. Donc c'est une opportunité de plus d'imposer qui je suis et pas devoir peut-être essayer de jouer un rôle pour d'autres. Et c'est une opportunité pour moi. Et quand tu parles de préparation physique, préparation mentale, l'un, l'autre, les deux? Les deux. Franchement, je dirais les deux. Mais encore une fois, au-delà de... moi, je crois vraiment que sur le terrain, on est le reflet de qui on est dans la vie réelle. Du coup, je pense que ça va commencer dans la vie réelle, dans tout ce que je vais faire, la discipline. Ça va être sommeil, nutrition, mes relations, comment je vais gérer tout ça. Puis après, ça va se reporter sur ma discipline sur le terrain, toutes mes routines. Puis après, le reste, ça va venir tout seul. Et c'est juste de la foi et un peu de la persévérance. Un peu de patience et le reste est joué. Il y a déjà eu des conseils de demander quand même. Alors ton frère, il a une sélection, si je dis pas de bêtises. Mais Valériane, pour le coup, qu'en a, je sais plus combien, pas loin de 150, je crois. Oui, je pense qu'elle a fait l'été dernier, elle s'est approchée justement des 150. Ouais, je pense qu'elle doit plus en être loin si elle les a pas. Tu as échangé avec elle, tu lui as demandé des conseils ou pas encore et vous allez discuter plus tard? Pas encore, mais je sais que plus je découvre un peu les papiers, les convocations qu'on a pu nous envoyer de l'équipe de France, plus je leur pose des questions parce que ça parle de dotation, plein de trucs que moi je connais pas, c'est les déplacements, plein de trucs que moi je connais pas, c'était très loin de moi, très loin de ma mémoire. Et pour pouvoir les prendre avec le plus de naturel possible, c'est sûr que je vais leur demander comment ça va se passer, les entraînements. Ça, c'est plein de petites questions qui me viennent, mais que je sais que le moment venu, plus ça va s'approcher, je vais leur poser la question parce que je ne veux pas le faire trop tôt, parce que c'est quelque chose, en plus j'en ai discuté aussi avec le coach, qu'il y a des échéances avant avec Cholet et c'est très important. Et je pense que ça fait partie aussi de cette préparation-là. Donc c'est prendre les choses vraiment les unes après les autres. Quand le moment viendra. Je le prendrai l'instant présent au maximum. Mais voilà. Et est-ce qu'il y a eu un échange avec Freddy Fotou quand même, parce que tu lui as fait le retour de la médaille quand même, il t'offre un beau cadeau avec cette sélection, derrière tu allais lui mettre une petite pilule à bourre. Donc est-ce que vous avez échangé un peu blague à part sur le résultat du match? Le matin au shooting où il m'a félicité pour cette première sélection. Mais on s'en est je te félicite de t'avoir sélectionné. on s'en est tenu là. Après encore une fois c'était nos coéquipiers disaient à Nathan et moi de surtout pas s'élever dans cette direction.
par rapport à moi, on s'inquiétait pas trop. Le risque, c'était que Nathan, sur un gros tir, il a regardé un peu trop persistant. Mais finalement, on a évité le pire. Donc, incident diplomatique, ça aurait pu être possible. Hein. Parce que Nathan se pose là, quand on parle de chambreur. Il n'est pas célèbre, le dernier. Et je l'ai vu à un moment chambrer sur un panier à 3 points. Ouais, mais justement, il s'est retourné vers un de ses anciens coéquipiers. On a vérifié avec lui parce qu'on s'est dit, c'est pas le moment de jouer avec le feu. Effectivement. Et tu vas retrouver ton ancien coach de Cholet, Laurent Villa, qui est l'adjoint de Frédéric Fautou. C'est quand même aussi un peu grâce à Laurent Villa, et même beaucoup grâce à Laurent Villa, si tu as signé à Cholet il y a 2 ans. Il faut le rappeler, puisque tu l'avais connu à Paula Cortez. C'est lui qui te fait venir ici dans les Mauges. Oui, bien sûr. Je pense que voilà, il y a pas beaucoup de joueurs, justement, jeunes joueurs qui sortent d'une saison plutôt correcte, mais voilà, dans une équipe qui descend, qui peut avoir l'opportunité de venir à Cholet Basket avec de telles responsabilités. Et Laurent, dès le début, il m'a fait confiance, il m'a offert ce rôle. Je me souviens que dès le début, il m'avait dit de ne pas signer, de signer nulle part. Même moi, au début, j'ai un peu débutatif, ça prenait un peu de temps. Mais j'ai décidé de lui faire confiance. Et à la fin, voilà, il a pu m'avoir ce spot à Cholet. Et voilà, et les choses se sont bien développées. C'est pour ça que je pense qu'au-delà de moi-même, quand justement j'ai eu cette sélection, je pense que ça a vraiment été la récompense en fait, de tous ceux qui m'ont encadré. Parce que je pense qu'au début, les gens croyaient peut-être plus en moi que moi-même. Et du coup, j'ai toujours été reconnaissant envers eux, justement, de m'avoir fait croire que l'équipe de France, que déjà la Betclic Elite était accessible, que l'équipe de France était accessible, que je l'espère, l'Euroleague était accessible à quiconque travaille et y croit. C'est marrant ce que tu dis. Les gens croyaient plus en moi que moi en moi. On ne perçoit pas ça de l'extérieur, tellement tu dégages de force et puis tellement depuis de sérénité. De sérénité, et puis depuis 3 ans tu rayonnes sous le maillot choletais. Vincent, tu as souvent évoqué la foi là, dans notre entretien. Ça veut dire qu'il y a un temps de prière, que tu prends du temps pour prier. Oui, bien sûr. Tous les matins, c'est tôt, tous les soirs avant de se coucher. Même pendant la journée, c'est dans un quotidien, même dans ce que je vais écouter dans mes écouteurs, les musiques, les livres que je vais lire, tout ça, ça va être pour renforcer cette foi et renforcer cette assurance en moi, en fait, la certitude de qui je suis. Et voilà, et j'ai aussi d'anciens coéquipiers, même des connaissances, des basketteurs, des sportifs. Où voilà, je fais partie d'une communauté justement de sportifs aussi chrétiens, justement, où on échange beaucoup sur un peu les aléas du monde sportif, où voilà, ça me permet d'être aussi dans le partage par rapport à moi, ce que je vis, mais aussi être dans le partage par rapport à eux, ce qu'ils vivent. Et c'est quelque chose qui donne beaucoup de force en fait. Et une fois que voilà, je vais sur le terrain, je sais que je ne suis pas seul, que je ne joue pas pour moi-même, mais qu'il y a aussi il y a des gens qui me regardent, que je dois justement montrer l'exemple pour les soutenir, parce que voilà, ils passent par des moments difficiles. Et je pense que voilà, ça aussi permet de renforcer mon humilité par rapport aux situations, parce qu'on se rend compte que quand nous on pense que c'est difficile, il y en a qui vivent des trucs incroyables, vraiment difficiles, et qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'on a et en profiter au maximum. Et c'est un état d'esprit que j'ai en moi avant de démarrer chaque match. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que je m'énerve jamais. C'est parce que j'ai toujours conscience qu'en fait, y a pire. Que moi, au début, je pensais que j'étais le pire, que j'avais la carrière la plus dure du monde, etc. Mais en fait, il y a toujours pire. Et il faut toujours relativiser, avancer, parce que ce qui compte à la fin, c'est là où tu termines. Je me souviens qu'on en avait évoqué tes racines béninoises aussi il y a 1 an. Et je t'avais même posé la question, si jamais l'équipe de France ne vient pas, pourquoi pas porter le maillot du Bénin? Tu m'as dit pourquoi pas. Tant pis pour le Bénin du coup. Parce bien sûr. Voilà, je pense qu'ils comprendront. Je pense que l'opportunité en équipe de France, peut-être qu'elle s'est présentée plus vite que moi-même je ne le pensais. Voilà, dans tous les cas, voilà, l'équipe de France reste une priorité. Et voilà, je suis bien content qu'elle soit arrivée. Mais bon, ça ne m'empêchera pas dans l'avenir, si possible, d'investir dans le basket béninois, ou aller faire quelque chose avec ma famille au Bénin pour rendre à nos racines. On revient à Cholet Basket. Et à l'actu. À l'actu, parce que l'actu la plus proche, c'est ce match que tous les supporters ont dans la tête depuis un bon moment. Il arrive très vite, ce derby face au Mans, cette équipe qui vous a fait faire des cauchemars la saison dernière, on le rappelle. Il dit il y a toujours pire dans la vie. Est-ce qu'il y a pire que perdre 4 derbys d'affilée quand même? Oui, il y a sûrement pire, je plaisante, mais quand même, dans une vie de supporter, en tout cas, je pense que ça a été
Une souffrance. Le pire pour les supporters, c'est au-delà du Mans. Je crois que c'est la demi-finale contre le PAOK. Avec, oui, c'est vrai, la saison avec dernière. Cette finale qui se dérobe, alors que vous aviez vraiment toutes les cartes en main pour la décrocher, cette finale. Non, bien sûr. Mais il y a le Mans qui arrive là maintenant. Vous les avez battus 2 fois, les Manceaux, lors des matchs amicaux. 2 victoires pour vous, 1 victoire pour eux. Et je ne sais pas si ça compte pour contrebalancer les 4 défaites de l'an dernier dont vient de parler Julien, mais il y a ça présent dans la tête avant de démarrer ce prochain match-là. Oui, bien sûr. Je pense que ce qui est bien, c'est que ça s'est fait progressivement pendant la prépa. On a perdu le premier match d'une dizaine de points, on gagne le deuxième d'une dizaine de points. Et le troisième, voilà, on le gagne d'une vingtaine, même trentaine de points pour gagner le tournoi de Sablé-sur-Sarthe. Ouais. Du coup, je pense que c'est bien parce que voilà, c'est une confrontation qui s'est construite petit à petit, où on a pu voir qu'on s'ajustait bien, peut-être mieux qu'eux même. Maintenant, voilà, je pense qu'eux sont améliorés, nous-mêmes on s'est améliorés. Ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas rencontrés, qu'on ne s'est pas vus. Donc voilà, je pense que les cartes sont remises à zéro. Bien sûr, je pense que pour les nouveaux, il n'y a pas forcément cette conscience de ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je pense que l'essentiel pour nous, ça va être justement de faire table rase de ces 2 victoires en préparation pour garder cette fin en fait, cette fin et pas se dire que peu importe parce qu'on a déjà cassé la série. Mais non, le match de préparation, ça compte pas. Ce qui compte le plus, c'est les matchs officiels, c'est ce derby-là, c'est ce qui va se passer ce samedi. Donc voilà, je pense que l'important, ça va être de remettre les compteurs à zéro, les têtes à zéro et repartir vraiment à la guerre. Tu dis remettre les compteurs à zéro, tu parles des nouveaux, mais est-ce que tu vas les briefer? Est-ce que ces nouveaux, ils vont arriver sur le terrain en sachant qu'il y a ce 4-0 qui traîne de la saison dernière, ou est-ce qu'au contraire, tu leur en parles pas du tout et c'est une nouvelle histoire? Bien sûr, on en a parlé quand même. On en a déjà parlé en pré-saison par rapport à ça, que ce soit après la première défaite ou même après les dernières victoires. Donc ils sont prévenus. Même aujourd'hui, pendant la vidéo, le coach leur en a parlé justement du poids de ce match pour la ville, pour le club, pour les fans et même l'importance pour nous-mêmes au final. Donc c'est toujours quelque chose dont on parle, pas trop parce que voilà, de nos jours, il y a beaucoup de turnover par rapport aux Ricains. Ils viennent, ils partent. Du coup, c'est dur de leur transmettre justement ce derby, le sens des derbys, le sens des classicos, etc. Donc, on leur en parle, mais je pense que l'important, c'est que les cadres, nous, on l'ait vraiment en tête parce que je pense qu'on est vraiment les têtes de file et généralement, ils nous suivent beaucoup. Donc, à partir du moment donné où Nathan, TJ et moi, Jamouni, on va sauter par terre dès qu'il y aura un ballon, on sait déjà qu'eux, ils seront derrière pour sauter derrière nous. Que si un de nous va se prendre la tête avec un adversaire, on sait déjà qu'ils seront tous derrière nous pour venir nous protéger. Donc je sais que voilà, ça va commencer vraiment par nous les anciens, apporter justement cette touche pour montrer que c'est un match pas comme les autres. De l'intérêt de bien parler anglais là, hein, vraiment pour bien leur expliquer. Hein. Exactement. D'où l'intérêt. Et quand tu dis Jamouni, que tu cites parmi ceux qui peuvent transmettre le relais, ça veut dire que lui, il est déjà imprégné de cette rivalité avec Le Mans? Oui, bien sûr. Jamouni, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse beaucoup curieux, qui essaye de... En fait, il joue avec beaucoup d'émotions, qui ressent beaucoup les émotions. Donc, lui, c'est assez facile. C'est des derbys tous les week-ends avec Jamouni. Déjà, l'an dernier, il a vraiment senti ce qui se passait. C'est quelqu'un de très revanchard, très compétiteur. Du coup, je pense que même au-delà du derby, il a juste une seule envie, c'est de dunker sur les têtes de tous les adversaires. Donc je pense que ce ne sera pas le plus difficile à chauffer. Au contraire, peut-être va falloir le canaliser. Mais c'est sûr je peux être sûr qu'il va aller à la guerre. Voilà, il faut juste encore une fois qu'on monte la voie, qu'on monte l'exemple. Il est copain avec Tashon Thomas, ce que je ne savais pas. Moi, Jamouni m'a dit ça tout à l'heure après l'entraînement. Et donc ça le motive encore plus quand il joue un copain en face. Il veut que ce soit lui qui bombe le torse à la fin du match. Donc, On n'a pas toujours cette image des Américains très ouverts. Jamouni a cette personnalité-là. Oui, bien sûr. Je pense que ça se voit par déjà sa prolongation très tôt l'an dernier. Ça montre qu'il a un certain attachement pour cette ville, pour ce qui se fait, l'identité. C'est quelqu'un qui se plaît beaucoup ici, qui se plaît beaucoup avec les personnes autour. Même que ce soit nous en tant que Français, on a une très très bonne relation avec lui. Il est très à l'écoute. C'est vraiment quelqu'un de très généreux qui donnerait tout pour son prochain, tout pour son coéquipier à côté. Donc il est très émotionnel. Donc voilà, il ressent beaucoup. Et s'il voit que quelque chose te tient à cœur, ça va lui tenir à cœur. Donc il saisit vraiment l'importance de ce genre de match. Et parle-nous de TJ également, qui est pas forcément un leader vocal, mais leader par l'exemple. C'est ta 3e saison à ses côtés. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur TJ? Bien sûr, TJ est la force tranquille. Je pense que voilà, on a beaucoup pu parler par rapport à son âge ou son début de saison plutôt lent. Mais je pense qu'une chose qu'on sait par rapport à TJ, c'est que quand il va falloir, il va répondre présent.
Et ça, on le sait. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui continue à prendre très bon soin de son corps. Il a ses routines, à l'entraînement, il fait ce qu'il a à faire, il fait travailler l'équipe, il continue à jouer le lien. Encore une fois, pas forcément par la parole, mais vraiment par l'exemple. Donc voilà, je sais que c'est quelqu'un qu'on va pouvoir compter dessus. Et je pense qu'on va pouvoir le voir même dès le début du match contre Le Mans. Parce que je pense que quand il veut donner les efforts, il peut donner les efforts. Bien sûr, avec l'âge, il faut sélectionner un peu plus. Mais je sais qu'un match comme celui-ci, vu comment Cholet lui tient à cœur, vu comment la ville, les supporters lui tiennent à cœur, c'est un match où il va tout donner. Tiens, j'en profite, je vais aller voir les supportrices à côté de moi pour leur demander un petit avis sur ce derby, voir si elles ont un petit mot à te dire. Mais avant, quand même, une petite question sur TJ. Il y a débat là. Retraite à la fin de la saison ou pour toi il a encore les cannes et il faut continuer là? Pour moi il a encore les cannes. Honnêtement c'est surprenant, mais la manière dont il prend soin de lui, son corps, pour moi il a encore les cannes. Bon, et on va aller voir. Moi j'ai des cannes pour aller jusqu'aux supportrices, il y a 1 mètre à faire donc ça va. C'est quoi vos prénoms mesdemoiselles et comment vous sentez ce derby vous? Moi je suis Marine, supportrice des Reds. On a très très hâte de ce derby. Et comme j'ai dit à TJ, on compte sur eux pour être au taquet parce que le 1, 2, 3 et 4-0 à Antares, j'ai pas du tout aimé l'année dernière. Donc j'ai pas envie de revivre ça. Et t'inquiète pas Gérald, la Melleraie sera derrière toi, la famille Reds aussi. On va vous pousser très 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 fort. Oh, tu as la pression Gérald. Hein. Il faut assumer derrière. Hein. Non, bien sûr, mais je pense que ce soit le derby ou tout autre match, je pense que c'est quelque chose que voilà, on remarque beaucoup avec les fans et leur ferveur. Je pense que voilà, eux, c'est aussi c'est leur moment. Bien sûr, nous, on banalise peut-être les matchs, on les enchaîne, etc. Mais voilà, il faut savoir que voilà, il y a des gens, voilà, ils sortent des fois d'une journée de travail plutôt difficile et c'est leur moment en fait, c'est le match. Et nous, si on arrive et qu'on se les joue princesse, voilà, ça passe pas et justement c'est là où c'est important pour les uns pour les autres parce que c'est aussi leur moment de leur offrir le meilleur match possible, leur donner tout ce qu'on peut parce que voilà, encore une fois je pense qu'on a la chance de faire ce qu'on fait, donc si on peut donner du plaisir, voilà, justement à des gens ils en ont besoin où ça compte vraiment pour eux, c'est là où c'est important. Il y a cette ferveur et il y aura cette ferveur effectivement samedi, mais il me semble que basketement parlant vous avez vraiment des armes pour aller contrer cette équipe Mancel. Oui justement, c'est intéressant Vincent d'aller sur ce terrain-là parce que l'année dernière, je me souviens que c'est le rebond qui vous posait des problèmes. Julien me rappelait juste avant l'émission que vous êtes la meilleure équipe du championnat de France au rebond. L'année dernière, le MSB avait dominé chaque confrontation au rebond et ça avait été vraiment une des clés du match. Donc cette année, Cholet est la meilleure équipe de la Ligue. Sur quoi vous pouvez les mettre en difficulté? Là, on a parlé du rebond. Est-ce qu'il y a d'autres points clés sur lesquels vous pouvez être dominant face à cette équipe du Mans? Je pense encore le rebond, le contrôle de rebond, ça va rester une donnée très importante parce que malgré tout, là ils gardent des très bons rebondeurs, donc si on se relâche, ils vont très vite pouvoir prendre le dessus. On peut remarquer que les seuls matchs qu'on a perdus, c'est là où on a perdu la bataille du rebond, donc c'est important de continuer de mettre l'accent dessus. Autrement, ça va être de continuer à protéger la raquette, continuer à protéger notre maison, le panier, parce qu'il y a une différence entre le nombre de points qu'ils vont mettre à l'intérieur dans leur victoire et leur défaite. Du coup je pense que ça va être une des clés de continuer, rester en fait dans nos principes, protéger la raquette, prendre des rebonds, courir, surtout à domicile avec une ferveur, avec la Melleraie qui peut s'emballer à tout moment. Je pense que c'est tout ce qu'on souhaite, c'est le scénario idéal. Et si on arrive à se tenir au script, il n'y aura pas de surprise à la fin. Et ne pas oublier les valeurs défensives qui ont été un petit peu oubliées contre Holon en Coupe d'Europe. Très grosse équipe quand même la Poêle Holon. Il faut rendre à Holon le mérite totalement. Quand même. Une équipe chevronnée, avec l'expérience. On s'attendait à des gros ricains et pas forcément un banc très long et on s'était trompé. C'est une vraie équipe complète qui joue très bien au basket. Il n'empêche que Cholet aurait pu mieux défendre ce jour-là. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire. Je pense qu'on pouvait parler beaucoup d'une grosse adresse de Holon, mais 90% de leurs shoots, ils étaient ouverts. Donc, ce sont des professionnels, ils sont payés comme nous pour mettre des tirs. Donc, si on les laisse ouverts, c'est sûr qu'ils vont mettre dedans. Donc, à nous de pouvoir justement à la fois protéger la raquette et sortir sur les shooters pour leur donner les tirs le plus compliqués possible. L'adresse et la sélection des tirs qui va être aussi une des clés du match contre Le Mans parce qu'il y a des snipers, vous l'avez vu, Diléo il prend feu à chaque fois contre vous, il y en a d'autres. Bernard Mescal, notamment. Jeans. C'est une équipe qui peut shooter, mais vous avez Dalen Kuntz qui a 8 sur 8 avant ce match quand même à 3 points, c'est quand même assez hallucinant. Et rappelez-vous, quand on en discutait au dernier podcast, je vous disais que Fabrice nous avait dit qu'attention, il va se révéler au tir, donc il faut lui donner ce crédit-là. On sent qu'on n'a pas vu encore la plénitude d'Agbo, qui est
est un peu dans le dur, je trouve personnellement. Par rapport actuellement. à sa prépa qui était prometteuse. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent encore se jouer sur ce terrain-là. Vous, notamment sur du jeu rapide et une bonne sélection de tirs, vous êtes de plus en plus dangereux à 3 points. L'adresse va être un des éléments clés, je pense, de ce match aussi. Bien sûr, je pense que c'est la force de cette équipe, c'est que on est très très loin d'avoir atteint le plafond, que ce soit pour les joueurs individuellement et même collectivement. Et je pense que justement ce genre de match, c'est l'occasion parfaite pour que des joueurs sortent de leur boîte. Donc voilà, moi j'ai hâte parce que je pense qu'on va avoir de belles surprises. Et c'est une atmosphère qu'on souhaite partager ça avec les coéquipiers pour qu'ils ressentent ça. Et ils sont tous des coéquipiers, des compétiteurs, donc j'ai aucun souci par rapport à l'énergie que va mettre Dalen et Chibuzo sur le terrain. Les curseurs vont monter, c'est ça ? Oui, bien sûr, de toute façon c'est le but, ça. Comme on a dit, ils ont de très très forts attaquants. Du coup, ça va commencer défensivement justement, parce qu'une fois qu'on pourra être sûr, on aura l'assurance que derrière on ne prend pas les paniers. Pour nous-mêmes, ça sera une confiance supplémentaire pour aller en attaque, pour tirer en toute confiance. Et voilà, et l'adresse, c'est de la confiance, donc ça va partir de là. Julien parlait du 8 sur 8 à 3 points de Dalen Kountz sur les 2 derniers matchs. On a beaucoup douté et mis des réserves sur lui dans ce podcast en tout début de saison. Là, on le sent monter en puissance. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates également au quotidien à l'entraînement ? Tu sens qu'il est en pleine progression ? Oui, bien sûr. Il lui a fallu un peu de temps, mais voilà, je pense que plusieurs alertes ont été mises qui lui ont permis justement d'avoir ce déclic, cette décontraction qu'il n'avait pas au début de la saison. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent plein les mains. Maintenant, il fallait s'ajuster au championnat, à l'équipe, à son rôle, aux situations. Il a beaucoup de catch and shoot alors qu'il est habitué à avoir beaucoup la balle dans les mains et des tirs après dribble. Du coup, c'était plein de petits trucs où il fallait qu'il trouve un peu là où il pouvait performer, là où il pouvait être utile à l'équipe. Et très intelligemment, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de trouver sa place, son rôle en sortie de banc justement. Et il le joue à merveille. Du coup, je suis vraiment content pour lui parce qu'il est passé par des moments plutôt très difficiles. Et c'est pas facile, franchement c'est pas facile et on doit vraiment lui donner cette capacité qu'il a eue à garder la tête haute, à repartir au travail et continuer à donner tout ce qu'il avait sur le terrain jusqu'à maintenant vraiment plus que mériter sa place parmi nous. Ça se voyait qu'il subissait un peu les événements en début de saison, Oui, bien sûr, moralement. c'était pas facile. Je pense que c'est normal quand on part d'un championnat un peu comme la Hongrie et qu'on arrive en Betclic, il y a un certain mur à gravir qui n'est pas facile. Je pense qu'il se l'est pris. Mais voilà, il a eu l'intelligence de s'humilier, de travailler, de revenir travailler plus souvent à la salle, envoyer plus souvent à la salle, plus souvent dans les boucles des workouts. Et petit à petit, il n'y a pas de secret, ça commence à payer. Et c'est pour ça qu'on peut dire que son plafond il est encore haut. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il nous fasse des grosses sorties très prochainement. Parle-nous d'un autre coéquipier. À chaque podcast, on est obligé de prononcer son nom. C'est le petit phénomène de 16 ans, Aaron Togo. Au bout d'un moment, il faudra qu'on le libère quand même parce qu'on a 48 heures du match. On ne va pas le faire parler jusqu'à 21h30. Il t'a dit qu'il se couchait tôt. On touche à l'émission touche à sa fin, mais un mot quand même sur Aaron, ce petit phénomène. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi ? Je pense que sa plus grande force, c'est sa confiance et surtout de se dire que il est avec nous d'égal à égal en fait. D'égal à égal, ça veut dire que il fait tout comme nous, tout avec nous, en toute décontraction, c'est-à-dire que il mérite sa place, il mérite d'être là. Mais toujours avec l'humilité de se dire vous avez plus d'expérience, du coup j'ai à apprendre de vous, j'ai à apprendre de tout ce que vous me disiez. Du coup il est très à l'écoute, mais jamais dans le doute, jamais dans l'inquiétude. Je pense que c'est sa performance contre Chalon qui m'avait le plus surpris. Pas forcément la performance en elle-même parce que on sait de quoi il est capable, mais surtout qu'il venait de 2 matchs vraiment difficiles où il n'avait quasiment pas joué. Et quand on est jeune, généralement on joue pas beaucoup. Quand on rentre, on joue un peu, on va pas faire d'erreur. Lui, on joue la sûreté, mais lui, il a été tout de suite agressif en fait. Et je pense que c'est plus dans cette mentalité-là qui m'a le plus surpris. Justement, que quoi qu'il arrive, dès qu'il allait être sur le terrain, il allait prendre son opportunité pour montrer qu'il mérite d'être là. Il joue les yeux dans les yeux. Oui, bien sûr. C'est ça que j'aime chez lui, c'est que presque des fois, il défie son opposant, presque peut-être plus âgé, en jouant les yeux dans les yeux. Généralement, quand tu es meneur, je vois plein de meneurs qui essaient de lui mettre la pression tout terrain. Et c'est très bien pour lui parce que ça le met en confiance, il est drive, il va chercher des fautes. Et ça, c'est pour son âge, c'est une très grande maturité parce que il a pas peur, d'aller provoquer les choses.
Et alors qu'à son âge, on peut avoir tendance à laisser les choses venir à nous. Lui, il n'a pas peur d'aller les provoquer. Et je pense que c'est sa plus grande force au-delà de tout ce qu'on peut voir. Et dans ce fameux match contre Chalon, quand c'était pas joué, quand il entre, c'est lui qui donne l'impulsion, qui provoque des fautes. Ah oui, il a une entrée déterminante. Ouais. Totalement. Et puis c'est dans ce match où il déclenche un tir à 10 mètres. Le culot de ce gamin est incroyable. Là. Ah, il est fou, il est incroyable. Et il me fait penser un peu à Gérald dans ce côté zen. C'est-à-dire que quand il discute comme Gérald, il ose pas le ton, il est posé, il a du recul sur ses performances à 16 ans. Moi, il me bluffe. Tu vas le prendre un peu sous ton aile, Il y a déjà Nathan qui le exactement, et je pense peu. que c'est un rôle un peu qu'on a tous, surtout voilà, les Français. On passe beaucoup de temps avec lui, que ce soit avec Nathan, avec Diguet, avec Mo Diarra aussi. On passe beaucoup de temps avec lui, on lui parle beaucoup de nos expériences, de comment on vit les situations. Voilà, on est très honnête avec lui et envers nous-mêmes en fait de comment ça se passe. Et je pense qu'on a tous ce rôle un peu de grand frère avec lui. Chacun à notre manière, je pense, chacun a quelque chose à lui apporter. Et je pense que c'est ça qui est bien, parce qu'on est tous différents. Et et s'il arrive à prendre justement le meilleur de chacun, je pense qu'il aura un très gros bagage dès la fin de saison pour les années à suivre et ses objectifs Il sera à bonne école. Hein. Ouais, c'est bien. C'est cette équipe de bons mecs qui est vraiment le bon endroit pour éclore quand on a un jeune joueur comme ça. C'est vrai qu'il est plutôt bien tombé. Et Cholet, inversement, a de la chance d'avoir eu cette pépite à nous mettre sous les yeux. Et encore samedi à la Meilleray. Ouais. On en parle beaucoup d'Aaron, Tao, Nancy avec chacun de nos invités. Et on aura le plaisir de l'entendre dans ce podcast. On va le laisser mûrir. Ouais, il faut qu'on lui laisse un peu de temps. Les supporters nous l'ont déjà réclamé. Il a 16 ans, donc on va lui laisser quelques semaines. Nous ne sommes que fin octobre. Voilà, on va attendre un peu, mais on invitera Aaron. C'est promis. On invitera Aaron, ouais. Il sera invité dans ce podcast dans la deuxième moitié de saison. Un grand merci, Gérald, d'avoir été avec nous. Comme l'année dernière, ça a été vraiment merci. Un grand plaisir. Merci à vous. Merci Gérald. Ils sont prêts, les Reds, ils sont prêts pour samedi. Hein. Et on mesure la cote de popularité de Gérald également à travers ses chants. Ils sont bouillants, ça promet pour le derby quand même. Hein. Exactement, ils sont déjà prêts. Prochain podcast, ce sera le jeudi 13 novembre, ici au 5, je le rappelle. Vous êtes tous les bienvenus si vous souhaitez assister à l'enregistrement de ce podcast. Et puis on rappelle le calendrier avec ce match qui va au-delà du derby. Il faut quand même le dire, tu te disais tout à l'heure, baskettement parlant, c'est intéressant. Il faut quand même vous rappeler que ce sont deux des co-leaders qui s'affrontent samedi. Il y a 4 équipes en tête du championnat qui sont, si je ne dis pas de bêtises, Lasvel, Monaco et donc les 2 clubs de l'Ouest, le Mans et Cholet. Donc il y en aura au moins un de moins, ça c'est sûr. Ils seront au maximum, ils seront 3. Mais on va espérer que Cholet Basket y soit encore. Hein. Exactement. Et pour le moment, Cholet est exactement dans les mêmes temps de passage que la saison dernière. Après 5 journées, 4 victoires, 1 défaite. Match samedi à la Meilleray à 18h30. Malheureusement, il n'y a plus de place. On pouvait s'y attendre. 33e match d'affilée à guichet fermé en championnat. C'est une belle performance, ça aussi. Mais il y a la radio pour écouter, hein, pour vivre comme il se doit la rencontre. Les parents seront dans la salle, Gérald ? Non, ils pourront pas être présents. Ils seront à Boulazac pour voir Paris Basket. C'est plus près. Bordeaux-Boulazac, ça se fait bien. Exactement. C'est vrai. Essayer d'être un peu partout. C'est vrai. Merci encore, Gérald. Merci beaucoup, Gérald. Notre invité. Prochain rendez-vous donc le jeudi 13 novembre. Et puis surtout, on a tous en tête ce match de samedi dont on espère, on croise les doigts, que ça se passera mieux que la saison dernière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à dans 3 semaines. La Meilleray fait du bruit. Cholet Basket, le podcast. Une émission proposée par Ouest France en partenariat avec Colline la radio. Ce podcast vous est proposé par votre restaurant-bar Le 5 en face la Meilleray à Cholet. Ouvert les soirs de match, les midis en semaine et le soir à partir du jeudi. Venez également profiter de la diffusion des matchs à l'extérieur sur nos écrans. À très vite au 5.